Le compte pénibilité, c'est un des marqueurs du début de quinquennat de François Hollande. Le Sénat, passé à droite, vient symboliquement de le supprimer. Un coup politique, certes, mais pas seulement. C'est aussi un dispositif techniquement difficile à mettre en œuvre. Explication avec Sylvain Pierron. Chantier des Halles, au centre de Paris. Ici, chaque jour, des centaines de salariés sont exposés à la pénibilité dans leur travail. Vibrations mécaniques, températures extrêmes, charges lourdes ou encore posture pénible. Autant de critères concernés par le compte pénibilité, une des mesures phares de la réforme des retraites de janvier dernier. Elle prévoit la création d'un système de points liés à ces contraintes au travail, des points qui peuvent ensuite être convertis en temps de formation, en travail partiel ou en trimestre pour la retraite. On estime que 20% des salariés sont concernés, un chiffre qui monte à 85% dans le BTP. Des professionnels très concernés qui s'inquiètent d'une mesure qu'ils jugent difficilement applicable sur le terrain. Nous ne sommes pas dans une industrie, dans des métiers où les gens sont postés. En fait, les gens travaillent à l'extérieur et ont des tâches très différentes tous les jours. Et l'idée même de devoir suivre quotidiennement le type d'exposition est tout bonnement impossible à faire. Ce que nous contestons, c'est cette usine à gaz qui a été inventée de suivi des différentes tâches pour justifier des critères ou pas de pénibilité. Début novembre, la nouvelle majorité de droite au Sénat a profité de l'examen du projet de loi sur la simplification de la vie des entreprises pour supprimer ce compte pénibilité. Nous avons voulu indiquer par notre vote au gouvernement que cette loi n'était absolument pas applicable. Ce sont des décrets et c'est le sommet de la complexité. C'est le sommet de la complexification au moment même où on nous propose un choc de simplification. Donc le Sénat, solennellement, a voulu indiquer au gouvernement qu'il fallait revoir sa copie, sinon ce serait catastrophique pour les entreprises. Pas pour les entreprises du CAC 40, pas pour les grandes entreprises, pour les PME. Celles qui créent encore de l'emploi. Un vote condamné par les élus de gauche. Alors je trouve cette suppression choquante. Il y a aujourd'hui une injustice fondamentale. C'est des écarts d'espérance de vie jusqu'à 10 ans entre un ouvrier confronté à des facteurs de pénibilité et un très haut cadre supérieur. C'est intolérable. Dans un souci d'apaisement avec les chefs d'entreprise, Manuel Valls a annoncé en juillet dernier que seuls 4 des 10 facteurs à risque, comme le travail de nuit, seraient pris en compte au 1er janvier 2015. Les autres, par exemple les postures pénibles, plus difficiles à mesurer, seront appliquées au 1er janvier 2016. Mais le groupe socialiste n'entend pas revenir sur le dispositif. Ce qui est important, c'est qu'on conserve ce droit nouveau, c'est un véritable acquis. Simplifier, ça ne veut pas dire faire du low cost en matière de droit du travail. Il faut qu'il entre en œuvre. Effectivement, peut-être faut-il simplifier son application, mais en tout cas, c'est un droit nouveau. On ne peut pas dire la compétitivité, ça passe par n'importe quelle économie, en tout cas pas l'économie de la sécurité et de la santé des salariés. Mais je crois que pour nous, l'essentiel, c'est de tenir bon, parce que ce droit nouveau, c'est une revendication ancienne. Les partenaires sociaux y tiennent et nous y tenons aussi particulièrement. Avec ce vote au Sénat, la droite entend aussi symboliquement briser une réforme voulue par le pouvoir socialiste. Un vote qui ne survivra pas à une nouvelle lecture à l'Assemblée. Le compte pénibilité verra le jour au 1er janvier prochain. Il reste maintenant 1 mois et demi aux entreprises pour s'organiser. Autre texte remanié par cette nouvelle majorité de droite au Sénat, c'est le projet de loi de financement de la sécurité sociale 2015, adopté la semaine dernière. Avec nous pour en parler, Jean-Baptiste Lemoyne, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur apparenté UMP de Lyon. Vous avez défendu et fait adopter un amendement, comme les socialistes d'ailleurs, pour supprimer la hausse des cigares et cigarillos de plus de 300%. Effectivement, cette hausse qui a été introduite à l'Assemblée nationale par Madame Delaunay, députée socialiste, ancienne ministre, qui manifestement veut devenir un peu la passionnariat de cette cause, eh bien, avait un impact très négatif pour le réseau des buralistes, parce que ça signifie que de nombreuses personnes n'auraient pas renoncé à fumer, mais se seraient approvisionnées ailleurs, à l'étranger, sur des sites internet, avec tous les problèmes de traçabilité que ça comporte. Et les buralistes, je peux vous dire que dans le milieu rural, et je suis élu de Lyon, un territoire rural, ils ont un rôle majeur. Ils sont souvent le dernier commerce en milieu rural. Ils sont là pour souvent apporter des services, c'est le point poste. On peut y retirer de l'argent. Ils ont un rôle en matière de lien social. Et depuis 10 ans, eh bien, il y a 6000 buralistes qui ont mis la clé sous la porte avec les augmentations déjà de tabac qui ont eu lieu. Et puis, il faut le rappeler, des buralistes qui ont manifesté devant le Sénat le 5 novembre dernier, plus de 200,
Est-ce que vous allez devenir un peu le André Santini du Sénat, défendre Alors, écoutez, les cigares, les cigarillos? Alors vous êtes jeune, vous fumez vous-même le cigare? Il se trouve que je ne fume pas, donc vous voyez que c'est vraiment pas du tout une réaction corporatiste de ma part ou d'étroitesse d'esprit. Non, c'est que je me rends compte que dans un monde où les territoires ruraux doivent faire face à un repli d'un certain nombre de services publics, de services au public, eh bien ces gens-là, ces hommes et ces femmes qui sont buralistes, eh bien on doit les aider. Parce que, encore une fois, ils apportent de nombreux services et moi j'en connais beaucoup qui ont énormément de mal à sortir un salaire décent à la fin du mois. Jean-Baptiste Lemoyne, merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Merci. En attendant un sujet sensible ici au Sénat, comment lutter contre l'absentéisme chronique de certains sénateurs? Catherine Tasca, socialiste, ancienne vice-présidente du Sénat, a poussé un coup de gueule, ce qui devrait peut-être accélérer les réformes envisagées par l'actuelle présidence du Sénat et par différents groupes, notamment socialistes. Comment lutter contre cet absentéisme? Le point avec Michael Spitzberg. 15 jours après sa déclaration tonitruante, Catherine Tasca, ancienne vice-présidente socialiste du Sénat, ne renie rien. Si les mots emploi fictif pour désigner certains sénateurs ne sont pas répétés, le constat reste le même. C'est une réalité, malheureusement, de la vie du Parlement et de la vie du Sénat qu'un certain nombre de parlementaires ne remplissent pas leur mandat, en tout cas au sein de leur assemblée. Des sièges vides, un hémicycle qui n'affiche que très rarement complet, des présences en commission pas toujours assurées, la question de l'assiduité et de l'activité de certains sénateurs se pose. Pour Nathalie Goulet, qui a elle aussi dénoncé l'absentéisme, il faut quand même relativiser. Ce qui passe à la télé n'est pas totalement représentatif du travail des sénateurs. On en fait de la présence, on en fait du travail. Alors, est-ce que l'hémicycle à la télé, c'est l'essentiel du travail? Ou est-ce qu'il y a autre chose derrière? Le travail en commission et puis le travail qu'on fait dans nos bureaux. Donc moi, j'ai réglé la question et je fais un compte-rendu de mandat comme ça, chaque année pour mes grands électeurs, avec la totalité de mes interventions en séance, ce que je fais dans le département, le nombre de rubans que je coupe. Le problème, c'est que dans cette société hyper médiatique, on ne voit que les hémicycles vides. Or, pendant ce temps-là, les gens peuvent très bien travailler, les parlementaires travaillent, ils travaillent en commission spéciale, ils travaillent sur leur territoire. Pour trouver les adeptes de l'école buissonnière, il faut aller sur ce site. L'activité réelle des sénateurs y est recensée. Il serait ainsi au moins une trentaine en délicatesse avec leur mandat. Absents en séance publique, ils se font tout aussi discrets en commission où pourtant leur présence est obligatoire. Et si des sanctions sont prévues, elles ne sont quasiment jamais appliquées. Philippe Dallier, sénateur de Seine-Saint-Denis, propose de taper plus fort. On peut effectivement prendre des mesures, soit en réduisant une part des indemnités qu'ils perçoivent, soit en modulant la réserve parlementaire en fonction de la présence. Donc il y a des moyens d'action qui consistent effectivement, entre guillemets, à taper au portefeuille. Et je pense que ça peut être un moyen de distinguer les uns les autres. Pour Catherine Tasca, la lutte contre l'absentéisme passe par la fin du cumul des mandats, qui devrait permettre d'alléger l'agenda de certains de ses collègues, mais aussi par une nouvelle organisation du travail des sénateurs. Je pense qu'il y a des améliorations à apporter dans l'organisation même du travail et notamment dans l'organisation des votes, qui à la fois sont programmés de manière incommode pour les sénateurs parce que certains votes très importants peuvent intervenir à n'importe quelle heure de la soirée, voire même de la nuit, ce qui rend la prévision difficile. Et par ailleurs, le vote que j'appelle par paquet, c'est-à-dire le fait que un membre du groupe peut porter la voix de l'ensemble de ses collègues, est une incitation à peine voilée à l'absentéisme. Un dossier cher au nouveau président du Sénat, Gérard Larcher. Depuis le 12 novembre, un groupe de travail planche sur la question de l'organisation du Sénat. Des propositions devraient intervenir en février prochain. Un système de modulation de la rémunération en fonction de la présence pourrait être adopté. Les présidents des groupes socialistes et RDSE y sont d'ores et déjà favorables. C'est la fin de notre rendez-vous aujourd'hui au Sénat. Merci de nous avoir accompagnés. Pour l'actualité parlementaire sur France 3, on se retrouve mardi, mercredi, jeudi pour les questions au gouvernement à l'Assemblée et au Sénat. 3 rendez-vous présentés par Daniel Sportiello. D'ici là, bon après-midi sur France 3. Au revoir.